Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto et qui est sponsorisée cette fois-ci par Tangem. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le sujet le plus important de la semaine. Vous en avez certainement déjà entendu parler, vendredi dernier, le Bitcoin a subi un sacré choc. Moins de 10% en une journée suite à l'annonce par Donald Trump de l'imposition de droits de douane de 100% sur les importations chinoises. Et cette semaine n'a pas été beaucoup mieux puisque son prix a continué de chuter jusqu'à redescendre en dessous des 105 000 $ ce vendredi. Mais en soi, ça n'a rien de particulièrement exceptionnel, le prix du Bitcoin a déjà subi ce genre de baisse soudaine par le passé. Là où on a battu les records, c'est notamment sur les marchés des produits dérivés. Alors qu'il y a quelques semaines, une journée à 3 milliards de dollars liquidés battait des records, vendredi dernier, c'est un total de plus de 19 milliards de dollars qui ont disparu d'entre les mains des traders amateurs de risque. Une somme plus de 6 fois plus élevée que la précédente, qui est tellement énorme que tout le reste des liquidations des 5 derniers mois a désormais l'air négligeable sur ce graphique. Et comme vous l'avez vu sur la miniature, pendant cette journée d'épouvante pour la plupart des investisseurs crypto, il y en a quand même quelques-uns qui se sont fait plaisir malgré la multiplication des dysfonctionnements sur de multiples plateformes d'échange. Notamment une baleine en particulier qui a commencé dès jeudi à ouvrir des shorts massifs en levier x10 sur Hyperliquid avec plus de 120 millions d'USDC. Résultat, une position d'une valeur de 735 millions de dollars sur le Bitcoin et une autre de 340 millions de dollars sur l'Ether. Elle a continué de faire grossir sa position constamment pendant ces 24 heures en ignorant totalement une première annonce de Trump qui disait que les droits de douane avec la Chine allaient augmenter sans préciser de montant. À ce moment, la réaction des marchés avait été négative, mais juste un petit peu. Et donc cette baleine a continué d'augmenter la taille de cette position short pendant cette légère baisse, même si elle avait pourtant déjà la possibilité d'y mettre fin pour engranger un petit pactole. Et ce jusqu'à 20h49, qui était la dernière augmentation de la position de cette baleine. Et puis à 20h50, littéralement une minute plus tard, Trump a publié ce message dans lequel il explique que les droits de douane avec la Chine vont monter à 100% aux États-Unis. Le marché s'est immédiatement effondré, Bitcoin a perdu 7,5% et 30 minutes plus tard, la baleine a pu clôturer ses positions avec presque 200 millions de dollars de profit en poche. Juste l'équivalent de 8 millions de SMIC net en à peine 24 heures avec un timing exceptionnellement suspect. Comment pourrait-on ne pas penser à un énorme délit d'initié ? Malheureusement, il sera probablement impossible de déterminer un jour si c'est vraiment le cas. Vous l'imaginez bien, les enquêteurs on-chain de tous bords se sont empressés d'étudier en détail toutes les transactions de cette personne et quelques informations ont fini par être exhumées. Mais parmi ce qui a été déterré, il n'y a rien qui permet d'arriver directement à une conclusion définitive. Tout ce que l'on sait, c'est que la baleine shorteuse est liée à Garrett Gin, un personnage particulièrement douteux qui a confirmé la véracité de ce lien avec une petite précision. D'après lui, les fonds utilisés pour ce short appartiennent à un client, qui aurait décidé de faire ce pari suite à une analyse macroéconomique indiquant que les tensions sino-américaines allaient prochainement s'aggraver. Une excuse que l'on pourrait reformuler en « Non, c'est pas moi ». Tout ça ne serait qu'une simple coïncidence. Très pratique pour ce personnage au passé regrettable, car outre ses myriades de startups et projets crypto retournés au néant, il s'avère qu'il était surtout PDG de la plateforme Bitforex qui avait fait l'objet d'un scandale de falsification des volumes de trading, d'un avertissement par les services financiers japonais qu'ils n'avaient pas de licence et qu'ils opéraient illégalement, et pour finir d'une fuite des clés privées de la plateforme qui a causé sa fermeture et la disparition mystérieuse de 57 millions de dollars appartenant aux clients. L'avertissement des Japonais et la fuite des 57 millions ont respectivement eu lieu 3 et 4 ans après qu'il ait quitté son poste de PDG, mais ça reste quand même un peu craignos, et dans tous les cas, il était impliqué dans l'histoire du volume de trading falsifié puisqu'il était bel et bien PDG au moment où Chainalysis avait publié son rapport. Donc ce serait par pur hasard que cette espèce de copie made in China de Sam Bankman-Fried s'est retrouvée liée à une histoire qui devrait se terminer avec une peine de prison massive dans un monde parfait. Mais alors vraiment, par pur hasard, Après tout, il a pris le temps de le réaffirmer, il n'a aucun lien avec la famille Trump, donc on est bien obligé de le croire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ou sans délit d'initié, la famille Trump s'est beaucoup enrichie avec la crypto. D'après le Financial Times, le président américain aurait gagné plus d'1 milliard de dollars de cette manière, dont 550 millions provenant de la vente du jeton WLFI, 362 millions provenant de la vente du jeton Trump, 65 millions du jeton Melania et 42 millions des profits générés par le jeton USD1. Sans oublier en prime les divers NFT à la noix de coco comme ces cartes à échanger. Il n'a pas hésité une seconde à faire usage de son pouvoir autant que possible pour s'enrichir et pendant ce temps, le projet de loi pour mettre fin à la corruption crypto qui avait été proposé en juillet pour interdire précisément ce genre de pratique est totalement au point mort. Porté exclusivement par des membres du Parti démocrate américain, il n'a pour ainsi dire aucune chance de passer tant que Trump est au pouvoir. Ailleurs dans la crypto, toutefois, les institutionnels continuent d'avancer, au moins avec l'annonce le 15 octobre qu'une filiale de Sony Bank a demandé une licence états-unienne pour émettre ses propres monnaies stables et offrir différents services plus classiques en matière de crypto, comme la garde d'actifs.
On pourra donc peut-être voir un jour les joueurs de PlayStation obligés d'acheter du Sony USD pour payer leur jeu, peut-être avec une petite réduction, qui serait calculée pour donner l'impression que c'est une bonne chose alors que Sony se gave avec les taux d'intérêt de l'argent déposé ainsi. Quoi qu'il en soit, les autres services qui seraient a priori proposés risquent fort d'être inutiles pour une bonne partie d'entre nous qui préfèrent déjà disposer de leur propre portefeuille comme ceux vendus par Tangem, notre partenaire de la semaine. Disponibles au format carte bancaire ou bag, ils permettent d'emporter votre crypto partout avec vous. Et il faut le savoir, en ce moment, il y a une réduction exceptionnelle de 15% sur tout leur portefeuille, qui lorsqu'elle s'additionne à la réduction de 10% offerte à tous ceux qui utilisent le code JDC, vous permettra de bénéficier d'une réduction totale de 25%. C'est donc le meilleur moment pour s'équiper, surtout qu'en plus de cette réduction, il y a aussi un petit bonus de 5 € en Bitcoin d'offert pour tous ceux qui utilisent le code JDC. Alors si vous avez besoin d'un portefeuille crypto discret et stylé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et utiliser notre code d'affiliation. Mais revenons-en plutôt aux actualités avec la publication par Visa d'un rapport assez court mais tout de même intéressant sur les monnaies stables et les prêts on-chain. On y apprend notamment que dans les 5 dernières années, et en particulier après le décollage de la DeFi en 2021, plus de 670 milliards de dollars ont été empruntés par le biais des monnaies stables. Rien qu'en août 2025, plus de 50 milliards de dollars ont été empruntés par 80 000 emprunteurs différents qui ont pour la plupart réalisé plusieurs emprunts. Et la conclusion de Visa, c'est que les actifs jetonisés seront au centre de cette activité dans le futur. Qu'il y a entre 1000 et 4000 milliards de dollars qui seront injectés dans la DeFi avec des actifs jetonisés d'ici les 5 prochaines années. Et surtout, on apprend qu'ils prévoient de participer à tout ça et de devenir un acteur majeur de ce qu'ils appellent l'on-chain finance. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à penser ça, BlackRock est du même avis. Sur CNBC ce mardi, Larry Fink a déclaré que les actifs jetonisés étaient la prochaine vague d'opportunités pour BlackRock sur les prochaines décennies. La possibilité de transvaser les produits financiers existants sur une blockchain pour permettre aux investisseurs crypto de participer tout en restant dans la crypto lui paraît particulièrement intéressante. Et l'exemple qu'il mentionne, c'est l'investissement dans des produits d'épargne retraite. Un type de placement que Fink n'est pas le seul à vouloir relier à la crypto. Cette semaine, nous avons par ailleurs appris que le fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg a investi 1% de son capital dans des ETF Bitcoin. Donc pas des vrais Bitcoins, mais c'est voulu. Cette décision a été prise pour éviter les risques opérationnels, c'est-à-dire des choses comme une phrase de récupération qui fuite parce que les employés en charge ont fait n'importe quoi. Pour bénéficier des mouvements de prix en évitant les risques, un ETF c'est pas mal pour un institutionnel. Mais ça évidemment, c'est seulement au Luxembourg, il faut pas espérer voir ce genre de choses arriver en France, nous on va rester sur un système des retraites voué à s'effondrer dans pas longtemps. Cela dit, pour une fois tout n'est pas noir chez nous. Jeudi, une société française baptisée Lise pour Lightning Stock Exchange a annoncé avoir obtenu un agrément SNR-DLT de la part de la CPR. Ce qui veut dire concrètement qu'elle est la première entreprise en Europe à pouvoir faire tourner une bourse 100% on-chain à base d'actions jetonisées, bien que ce soit pour l'instant dans le cadre du règlement européen Régime Pilote, qui, comme son nom l'indique, n'est pas définitif. Lise, qui compte notamment parmi ses actionnaires le Crédit Agricole, BNP Paribas et BPI France, permet donc à la France de ne pas être complètement à la ramasse pour une fois. Et pour en finir avec les actus de la semaine, parlons de ceux qui innovent vraiment. Au Bhoutan, petit pays sandwiché entre l'Inde et la Chine, ça faisait depuis 2020 qu'ils travaillaient sur un système d'identité numérique. Vers 2023, ça a été lancé sur une chaîne Hyperledger, puis migré vers Polygon, et cette semaine, ils ont annoncé une deuxième migration de leur système vers Ethereum. Et je pense qu'il est important de savoir que ce genre de système existe et à quoi il peut ressembler quand il est bien conçu. En Europe, les systèmes qu'on a ou qu'on va avoir prochainement sont tous centralisés et complètement nazes, il faut le dire. Mais là-bas, au Bhoutan, ça a l'air plutôt sympa. Essentiellement, les blockchains sont utilisées pour les signatures numériques sécurisées qu'elles permettent, tandis que les éléments de l'identité des citoyens restent dans les bases de données privées des différentes entités concernées, comme l'administration, les universités, les banques, etc. Donc par exemple, comme elles le font déjà au format papier, les universités du Bhoutan conservent des informations sur les diplômes de leurs citoyens qui ont étudié là-bas, et les citoyens sont en mesure de prouver auprès de leurs employeurs qu'ils sont titulaires de tel ou tel diplôme, sans pour autant que qui que ce soit d'autre puisse accéder publiquement à cette information, et sans que l'État puisse contrôler unilatéralement les informations personnelles associées à chaque citoyen. L'État confère évidemment aux citoyens un socle basique de leur identité avec le nom, prénom, date de naissance, etc., mais il ne peut pas influencer sur les autres organisations qui sont susceptibles de donner aux citoyens des éléments supplémentaires à ajouter à leur identité numérique, comme un numéro de compte bancaire ou un diplôme. C'est donc, a priori en tout cas, un système préservant plutôt bien la vie privée des citoyens et leur liberté tout en facilitant énormément de procédures et en offrant une bien meilleure sécurité que les procédures à l'ancienne qui consistent à envoyer partout des copies de votre carte d'identité pour qu'un brouteur béninois puisse contracter des dettes à votre nom. Parce qu'au moment de prouver à des tiers la véracité d'un élément de leur identité, comme par exemple l'obtention d'un diplôme, les citoyens du Bhoutan qui utilisent ce système n'ont pas besoin de tout révéler et certainement pas de transmettre des copies des documents puisqu'ils bénéficient de la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissances.
Alors évidemment, l'identité est quelque chose d'extrêmement précieux. Il faut être très précautionneux avec ces systèmes et je n'ai pas pu me renseigner sur celui du Bhoutan suffisamment en profondeur pour pouvoir affirmer avec 100% de certitude qu'il est parfait. Mais ça a vraiment l'air d'être plutôt sympa et j'espère qu'on aura un de ces jours un système qui soit au moins aussi bien fait. Même si pour l'instant, en France ou en Union Européenne, j'ai pas l'impression qu'on parte dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, il est temps de nous quitter pour l'instant, alors je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!